peut-être autour de cette table, vous êtes peut-être celui qui comprend le mieux Pierre Palmade quand il parle de sa dépendance à la drogue. Moi, j'aimerais dire d'abord à quel point mes pensées vont à cette famille qui est en train de traverser des trucs abominables. Et je ne suis pas expert en justice, je ne suis pas expert en grand-chose, à vrai dire. Moi, j'ai une seule expertise, c'est que j'ai pris de la drogue presque tous les jours pendant 25 ans. Et maintenant, ça fait presque 9 ans que j'ai pas bu un verre d'alcool, que j'ai pas pris de drogue, quelle qu'elle soit, par du café. Oui, c'est prémonitoire, c'est terrible, mais penser que les gens être dans la consommation et faire des discours aussi bien intentionnés qu'ils soient, ce qui est clairement son cas dans cette interview, en fait, il faut la fermer. Tant qu'on est en train de se droguer, il faut juste fermer sa gueule. C'est ça qui me gêne dans cette intervention. C'est que pour comprendre l'addiction, il faut avoir du recul sur l'addiction. Ça prend des années avant de comprendre ce que ça fait aux gens, ce que ça fait au cerveau, l'addiction, la drogue, etc. Donc... Est-ce que vous comprenez le déchaînement de violence qu'il y a contre lui, ou est-ce que vous dites bien entendu. Non, c'est un malade, il est malade mais en fait, pour moi, c'est pas l'un ou l'autre. Je comprends, bien entendu. Ce serait indécent de pas comprendre cette famille qui est en train de traverser un truc. C'est juste aberrant ce qui est en train de lui arriver. Donc, bien sûr qu'elle est en colère. Et moi, très honnêtement, je pense à eux bien avant de penser à Pierre Palmade aujourd'hui. C'est une évidence. Est-ce qu'il est pour autant pas malade? Est-ce que c'est une maladie selon vous? Écoutez, l'addiction, les médecins ont des avis, les avis divergent, mais la réalité, c'est que, à mon sens, c'est bien sûr une maladie. Simplement, le fait que ce soit une maladie n'enlève rien à la responsabilité de la personne qui en souffre. Mais est-ce qu'on en guérit? En tout cas, dans des circonstances pareilles. Je veux dire, oui, il est malade et il est responsable. Est-ce qu'on en guérit? Est-ce que vous dites aujourd'hui, j'ai guéri? Alors justement, je pense que c'est là où, enfin, il y a vraiment un travail. C'est très compliqué, l'addiction. Nous sommes, nous tous, une civilisation qui est en grand danger d'arriver à la fin de son existence sur la planète Terre, parce que nous sommes notamment accros à la croissance, accro au CO2, accro au carbone, à l'énergie, on est accro à plein de choses. Donc, est-ce qu'on peut guérir de l'addiction? Moi, je pense qu'il faut être... Mais à la drogue, plus précisément, hein, vous m'avez compris. Non, j'entends bien, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui me permet, moi, d'être relativement confiant dans le fait que je ne vais pas reconsommer, c'est le fait que je ne me sente pas en sécurité. Moi, je ne me balade pas à dire la drogue, c'est derrière moi, etc. Ça fait 9 ans pourtant que j'en ai pas pris, donc il y en aurait qui seraient tentés sans doute de dire bon, moi je suis un ancien drogué, un ancien addict, un ancien alcoolique. Moi, je pense qu'on se trompe sur la définition même de ce que c'est un alcoolique ou un addict. C'est-à-dire que la société nous dit un alcoolique, c'est quelqu'un qui boit trop. Pas du tout. Un alcoolique, c'est quelqu'un qui ne peut pas boire sans partir en vrille. Donc, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas bu depuis presque 9 ans, mais je suis encore un alcoolique. Comprenez la différence? C'est-à-dire qu'il y a forcément des tentations Bon, moi, j'en ai plus trop des tentations. Ma tentation, c'est plutôt de temps en temps de me comporter comme un connard. C'est autre chose. Donc, non, j'ai pas du tout envie de boire un verre. Je me réveille tous les matins avec j'ai un sentiment de liberté du fait que j'ai pas à me soucier de la gueule de bois que d'autres à côté desquels j'étais la veille, eux n'ont pas cette liberté. Donc non, j'ai pas peur de boire, j'ai pas du tout envie de boire, j'ai pas envie de me droguer. Mais alors, la manière dont on est en train de parler, là, si vous voulez, moi, ça me dérange de dire il y a les drogués, puis l'alcoolisme, c'est autre chose, et là, c'est de la cocaïne. Donc, je veux dire, les gens qui sont dépendants, ils sont dépendants, et l'alcoolisme dans ce pays fait des dégâts absolument
aberrant. Vous avez raison, et on en parle à propos des accidents de la route aussi. On voit, moi j'ai des amis qui ont arrêté la coke et puis ils se retrouvent à boire 2 litres de vin par jour, ou ils arrêtent l'alcool et puis ils se retrouvent à l'héroïne. Donc en gros, c'est un phénomène où on change de cabine sur le Titanic. Comment on combat ce mal? Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que vous avez sombré dans la drogue. Comment on remonte aux causes profondes? La première condition, c'est qu'il faut toucher le fond. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des méthodes pour se sortir de l'addiction. Oui. Mais pour y arriver, il faut vouloir. Or, la plupart des gens qui souffrent de l'addiction n'ont pas envie d'arrêter. Parce qu'ils sont captifs de leur maladie. Donc ils disent à la télé, voilà, c'est terrible, prenez pas de la drogue. Et 2 ans plus tard, on les retrouve dans un accident de voiture où ils ont tué plusieurs personnes. Enfin, donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est que pour se sortir de l'addiction, il y a des solutions, hein, elles existent, il suffit. Et vous-même, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous dites, la drogue, j'arrête? Et qu'est-ce qui fait qu'après vous arrivez, au moins pendant 9 ans, à ne plus y toucher? Écoutez, la vérité, c'est qu'un jour, j'ai compris que mon fils avait 12 ans et je me suis rendu compte qu'il y avait de grandes chances que, vu comment j'étais parti, un matin, il se lève et il me retrouve mort sur le carrelage de la salle de bain. Voilà. Donc, ce jour-là, par la grâce de Dieu, j'étais pas croyant à l'époque, j'étais très agnostique, mais il se trouve que je suis devenu croyant. Par la grâce de Dieu, donc, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai compris que ce truc-là me pendait au nez, et je me suis dit, ça, c'est juste pas possible. Et donc, en fait, il a fallu vraiment toucher le fond de la piscine. Et le problème, c'est que quand on est une star, machin, eh ben, en fait, on ne touche jamais vraiment le fond de la piscine, parce qu'on est entouré de gens, on a des likes sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui nous interviewent, et donc on finit par penser que oui, je vais gérer. Mais en fait, on peut pas gérer. Pour surmonter l'addiction, les gens pensent que c'est une question de volonté. Moi, toute la journée, on me dit quand on me parle de ça, on me dit bravo, t'as arrêté, mais j'ai aucun mérite. Moi, c'est pas en retenant, c'est pas en contrôlant les choses que j'ai arrêté, c'est en lâchant prise. Il faut lâcher prise. Mais c'est assez vague pour ceux qui nous regardent et qui aimeraient, par exemple, qu'on les aide. Il faut demander. Aujourd'hui, je pense que la méthode la plus testée, enfin qui fonctionne le mieux, c'est les groupes d'entraide. Voilà. Donc il faut taper sur le web. Il y a des groupes pour les alcooliques, il y a des groupes pour les gens qui prennent des narcotiques, enfin diverses drogues. Vous mettez groupe d'entraide, alcool ou drogue, il y a des trucs sur le web, il faut y aller. Et puis il faut le dire, en fait, il faut le dire. La première fois qu'on s'assoit au milieu d'une bande de gens et qu'on dit mon nom est Félix et je suis X, Y, Z, ça change la donne. Ça change la donne. Donc c'est ça, c'est l'entraide et peut-être le soutien de votre famille aussi. Bien sûr, mais ensuite il y a plein de choses. Il y a énormément de manières dont on peut. Vous savez, les alcooliques, les drogués sont en fait, ils cherchent au départ, à se quelque part à se rapprocher. L'addiction, la définition, je trouve la plus intéressante en fait de l'addiction, c'est une stratégie maladroite d'évitement d'émotions inconfortables. Donc, il y en a qui utilisent de la coke, il y en a qui utilisent de l'alcool, il y en a d'autres qui utilisent le sexe, le sucre, le boulot. Voilà, il y a des trucs qui sont socialement complètement... Il n'y a rien. Elon Musk, c'est une grande star parce qu'il dort 4 heures par nuit. Moi, je sais que pour sa famille, être la famille d'un ce qu'on appelle un workaholic, c'est l'enfer sur Terre. Les addicts au travail. Quoi, les addicts au travail. Donc, en fait, les athlètes, on le voit bien, le jour où souvent, quand ils arrêtent leur carrière professionnelle, ils deviennent comme ça, ils se mettent à prendre de la poudre, etc. Donc, en fait, il y a des stratégies d'évitement foireuses, des émotions inconfortables. Il y en a autant que... Et vous-même, jusqu'où vous êtes allé Là, on est en train de commenter un drame. Est-ce que vous, parfois, vous avez le sentiment d'avoir frôlé la mort ou d'avoir pu provoquer des horreurs? Moi, Dieu merci, j'ai jamais eu le permis de conduire. Donc, ça, et je pense que j'avais sans doute une bonne fée qui me disait, une voix qui me disait...
c'est sans doute pas une super bonne idée, parce que moi, j'ai pas l'ombre d'un doute que si j'avais eu le permis de conduire, j'aurais conduit sous influence régulièrement. Pourquoi? Parce qu'on se sent surpuissant? Parce qu'on est complètement givré quand on est drogué. C'est des gens qui sont complètement déséquilibrés. Non, mais il faut comprendre, là, c'est hyper puissant, ces drogues. C'est des trucs qui vous rendent fous. En fait, les drogués, c'est pas des gens qui prennent de la drogue, c'est des fous. Quand on prend de la coke régulièrement, on devient fou. Voilà, mais il faut dire les choses. Ça rend fou. Donc, forcément, quand on est... On ne s'en rend pas compte, on n'a pas ce discernement, on a l'impression de contrôler. Ouais, non, enfin, parce qu'on essaie de comprendre ce qui fait qu'en ayant pris toute cette drogue, on se dit tiens, je vais prendre le volant et tout va bien se passer. On essaie de comprendre ce qui se passe dans le cerveau. On réfléchit pas 2 secondes. Vous vous rendez pas compte, ils sont sur Mars. Quand il prend le volant, Palmade, il a autant de jugeote que Jack Nicholson dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Il est givré. Il n'a aucune conscience de ce qu'il est en train de faire. Mais c'est justement ça. Le problème de l'addiction, c'est que c'est un problème d'immaturité totale, par exemple. C'est plus aucune conscience du coût de son comportement qui est profondément toxique et du potentiel de destruction qui peut se produire à chaque instant. Quand on préparait l'émission, Déborah Collet, qui vous a invité aujourd'hui, vous a demandé est-ce que vous étiez aussi adepte du chemsex, puisqu'on essaye de comprendre toutes ces différentes pratiques. Et votre réponse, ça a été de dire qu'en gros, on en fait tous sans le savoir. Non, c'est juste que, en réalité, moi, Le sexe, donc, sous substance... Quand j'ai arrêté de me droguer, d'abord, plus de libido pendant 1 an. Rien. Et puis, au bout d'1 an, ça commence à revenir. Et là, je me rends compte que je n'ai jamais fait l'amour à une femme de ma vie, en fait, sans substance. J'ai toujours au moins bu un verre, ou 2, ou 3, pour me donner du courage. Et vous me regardez là avec un air genre incroyable. Moi, je vous dis, le nombre de gens qui ne font jamais l'amour sans alcool dans le sang, mais il y en a, mais c'est la majorité des gens en France. Pourquoi? Je vous le dis, c'est garanti sur comment vous l'expliquez alors? Mais parce que je vous dis, on est face à des trucs. Des inhibitions. Oui, enfin moi, quand j'ai commencé à tirer la corde de pourquoi est-ce que je me suis défoncé la gueule pendant des années et des années et des années, je me suis rendu compte que moi, j'avais une réputation d'être quelqu'un de très arrogant et qui prenait énormément de place. Je me suis aperçu que je souffrais d'un manque profond d'estime de moi-même et il a fallu faire tout un travail dans lequel je suis encore plongé d'ailleurs. Mais donc, en fait, les ressorts sont... c'est souvent, ça vient de l'enfance, ça vient de trucs, mais c'est la majorité des gens. La majorité des gens qui sont pas foutus d'avoir des rapports sexuels sans aller un petit coup, ou un petit machin, ou un petit truc, mais... Sortez dans les bars, vous allez voir. C'est pour ça. C'est sûr que dans les bars, oui, on trouve. Non, mais c'est pas que. Ce que je veux dire, c'est que c'est des comportements de base aujourd'hui des jeunes, par exemple. C'est merde. Qu'est-ce que je fais Bon, allez, hop, un petit coup. Et donc du chemsex. En effet, là, on parle quand on parle de chemsex, on parle de produits qui sont de plus en plus, de concoctions de plus en plus toxiques, flippantes, etc. Avec les nouvelles drogues de synthèse. Ce que je voulais juste dire, c'est que il faut, encore une fois, je vous parlais tout à l'heure du changement de cabine sur le Titanic. Cette métaphore, elle est vraiment importante. Vous pouvez avoir des comportements hyper toxiques en ne buvant que du vin rouge. Vous pouvez avoir des comportements, il y a quand même beaucoup plus de chances d'avoir des comportements hyper toxiques sous 0, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que le chemsex, c'est un nom avec on pense à des pilules et des poudres et des machins, alors qu'en réalité, des gens qui ont des comportements toxiques au niveau de leur sexualité, c'est la plupart des gens qui boivent trop, la plupart des gens qui se droguent un peu, etc. Ça peut partir dans le décor assez facilement. Je ne sais pas comment vous recevez ce témoignage les uns et les autres, parce que cette histoire, c'est plus qu'un fait divers, ce dramatique accident. C'est aussi une question de société. Oui, mais dans ce que dit Félix, il y a quand même 2 choses tout à fait différentes. Il y a le fait de s'abîmer soi-même, de ne pas réussir à se sortir d'une addiction et d'être au fond le victime de soi-même. Et puis il y a autre chose qui nous occupe ici,
qui est de mettre en danger la vie des autres. Parce que Pierre Palmade, ça fait 35 ans qu'il est dans des affaires la première affaire de stup dans laquelle il est cité, elle date d'il y a 35 ans. Donc il a 35 ans de passif de cocaïnomane. Mais ça veut dire qu'il a une grande antériorité où il est susceptible de savoir que quand il est sous emprise, il vaut mieux pas conduire. Parce qu'au fond, c'est ça que ce fait divers qu'on partage tous, c'est plus simplement un drame de la route, puisque les drames de la route, il y en a tous les jours, un peu dans l'indifférence générale. Là, l'émotion est telle, on la partage tous en même temps, et ça fait la définition d'un grand fait divers. Et en plus, au-delà de l'émotion, il y a la colère, puisque rendez-vous compte qu'on se dit, mais qu'est-ce que Palmade faisait au volant? Et pourquoi les deux individus qui étaient avec lui et qui ont pris la fuite, pourquoi l'un des deux ne l'a pas empêché de prendre le volant? Et au fond, pourquoi cet engrenage arrive à cette seconde? Parce que ça va se jouer. Un jour, il y aura un procès et on verra que le concours de circonstances pour que ces deux voitures se rencontrent, la probabilité, elle est infinitésimale, elle est de l'ordre. C'est un tic-tac. Ça rend fou de se dire ça. Il y a une expression en arabe qui dit l'heure du diable. Ouais. Et au fond, c'est l'heure du diable ce jour-là sur cette petite route de Seine-et-Marne. Cette ligne droite improbable, il a 5 km à faire pour aller chercher on ne sait quoi au supermarché. Ça fait manifestement 2 jours qu'ils sont 4 dans sa maison et qu'ils ont besoin d'aller chercher à manger. C'est à la fois d'une grande banalité et puis à la fois ça révèle tout. Ça révèle tous nos, comme vous dites, ça révèle tous nos insuffisances, nos incapacités à prendre en compte ça. Il n'y a pas d'urgence psychiatrique pour prendre en compte les toxicomanes, les addictions. Ce soir, si quelqu'un dans l'Île-de-France dit « mais moi je suis en manque de quelque chose, j'ai besoin de parler à un médecin », ça n'existe pas. Vous vous rendez compte, tout ça, ça met en œuvre. Bien et c'est sûr. pour ça que c'est un très grand fait divers et c'est pour ça que ça nous bouleverse. Maître Réglé, parce qu'il y a cette histoire de j'ai pris beaucoup de drogue, je prends le volant, quand je fais ce geste, je sais que je peux tuer. C'est ça que l'on se dit. L'homicide, le risque de tuer est présent. Alors, c'est toute la question de savoir si le droit est adapté à ce genre de situation. Le droit, il fait ce qu'il peut. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte les situations les plus larges pour qu'il n'y ait aucune faille. Est-ce qu'on caractérise une intention de tuer ou pas dans ce Alors type de justement, situation? non. C'est un homicide, blessure ou homicide involontaire. Donc on considère que le résultat n'était pas souhaité. Le résultat étant la mort ou les blessures. Et c'est vrai qu'en droit français, on a une infraction qui s'appelle les coups mortels. C'est-à-dire, c'était l'affaire notamment Bertrand Cantat, souvenez-vous, c'était les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. On a un comportement de violence au départ, avec une intention qui n'est pas celle de donner la mort, mais la conséquence va être celle-là. C'est 15 ans de réclusion criminelle. C'est la cour d'assises. Aujourd'hui, on peut faire un parallèle, mais on ne pourra pas aller devant le tribunal comme ça, mais on peut faire un parallèle entre cette infraction-là, des violences, donc comportements volontaires qui ont des conséquences dramatiques non souhaitées, avec l'homicide involontaire, qui est « je prends le volant en toute conscience », encore que on peut quand même faire une petite nuance parce que vous disiez il y a un instant, quand on consomme, on ne sait plus, on réfléchit plus. Et donc, sans que ce soit une excuse, évidemment, parce qu'au départ, il n'y a aucune excuse à prendre des stupéfiants. Moi, je pensais plutôt à l'inverse, moi, oui. C'est aggravant. Mais bien sûr, mais surtout, notre ami, il nous dit, si quand on prend des stupéfiants, on ne sait plus ce qu'on fait. Donc, si vous voulez, au moment où il prend le volant, quand il dit « je sais plus ce que je fais », là, il lui donne raison, notre invité. Ce n'est pas une excuse, évidemment, parce qu'au départ, il y a un comportement à risque. Maintenant, il faut aussi chercher la responsabilité de ceux qui l'entouraient. Pourquoi personne ne l'a empêché de prendre le volant, même si c'est sa vie, il fait ce qu'il veut. Mais le problème, c'est qu'il ne fait pas ce qu'il veut avec la vie des autres. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il est conscient de ce qu'il a fait quand il se drogue? La réponse est, je crois, non, mais ce n'est pas une excuse. Et est-ce qu'il a voulu la mort? Bien évidemment, non. Maintenant, peut-être que 10 ans d'emprisonnement, c'est déjà beaucoup. On ne pourra jamais le qualifier de crime, les accidents de la route, parce qu'il n'y a pas de comportement volontaire, il n'y a pas de crime sans volonté de le commettre. Maintenant, certaines associations que l'on peut rejoindre avec ou prudence ou envie, effectivement, dénoncent qu'aujourd'hui, la répression routière n'est pas suffisante, et ça rejoint la question que vous posiez à Mélanie de la détention provisoire. D'expérience, c'est vrai qu'il y a plus de gens placés sous contrôle judiciaire ou laissés libres jusqu'au procès que détenus provisoires. Ça dépend aussi beaucoup du casier judiciaire du prévenu qui est alors mis en examen, ce qui n'est pas encore le cas. Je vois que vous voulez réagir. Je vous donne la parole dans un instant. Jacques, Félix d'abord. Non, juste, je tiens vraiment à dire que tout ce que vous venez de dire, moi, je suis pas là du tout pour essayer d'excuser Pierre Palmade
Et vraiment, je pense que mes pensées, elles vont principalement aujourd'hui Oui. à cette famille et ce qu'ils sont en train de traverser. Et c'est abominable. Moi, je suis pas là du tout pour justifier ou essayer comment dire, de rendre ça, de juger de questions judiciaires. Je suis juste venu pour essayer de vous expliquer la seule chose sur laquelle j'ai un peu d'expertise, c'est l'addiction elle-même et comment est-ce qu'on peut essayer d'en sortir. C'était très précieux. Je vous remercie beaucoup, Félix Marcard, d'être venu nous voir ce soir Merci. sur BFM TV.